Rome ne s'est pas faite en un jour, et elle n'est certainement pas née empire. Non, elle s'est vraiment forgée dans le feu, au fil de siècles de conflits, aussi bien internes qu'externes. C'est ce qui a transformé une simple cité-État en une puissance absolument redoutable. Alors, c'est cette genèse, cette naissance mouvementée, que nous allons explorer ensemble pour bien comprendre comment la République a pu émerger des cendres de la royauté. Cette phrase de l'historien Tite-Live, c'est bien plus qu'une simple citation. C'est carrément l'acte de naissance de la République. Le principe fondateur, l'ADN de tout le système qui va suivre, est là, noir sur blanc, une aversion viscérale, profonde, pour le pouvoir concentré dans les mains d'un seul homme. Autrement dit, la haine du roi. Et tout commence, comme c'est souvent le cas dans l'histoire, par un drame. Une révolte qui ne va pas juste changer de dirigeant, non. Une révolte qui va littéralement briser la couronne pour la remplacer par quelque chose de radicalement nouveau, la res publica. Bon, pour remettre un peu de contexte, Rome a connu 7 rois. Et le règne du tout dernier, Tarquin le Superbe, s'est achevé dans la fureur et le sang. Sa tyrannie avait rendu l'air de Rome complètement irrespirable, en tout cas pour l'aristocratie. Et l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, c'est l'agression de Lucrèce, une noble dame, par le propre fils du roi. Cet outrage, c'était la goutte de trop, le point de non-retour qui a scellé le destin de la monarchie romaine pour toujours. Les Romains inventent donc ce concept de res publica, ce qui veut dire littéralement la chose publique. L'idée pour l'époque est révolutionnaire. Le pouvoir n'est plus la propriété d'une famille, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Mais attention, il faut bien comprendre leur objectif premier. Il s'agit avant tout de se protéger, de créer un bouclier contre la tyrannie, bien plus qu'une recherche d'égalité pour tous, comme on l'entendrait aujourd'hui. Mais voilà, à peine née, la République est déjà secouée par une crise interne absolument majeure. On peut parler d'une véritable lutte des classes, un conflit social et politique acharné qui va façonner Rome pendant les 2 siècles suivants. On a donc 2 camps qui se font face. D'un côté, les patriciens, c'est une oligarchie, une élite très fermée qui a tout simplement confisqué tous les leviers du pouvoir. Et de l'autre, on a la plèbe. Et là, attention aux clichés. La plèbe, ce n'est pas juste les pauvres. Non, ça regroupe l'ensemble des citoyens qui ne sont pas patriciens. Et ça inclut des familles parfois immensément riches, mais qui sont exclues du pouvoir uniquement à cause de leur naissance. Alors, comment les plébéiens ont-ils réussi à obtenir des droits? Pas par une guerre civile, non, mais par une tactique de pur génie, la sécession. En gros, ils quittent la ville en masse, ce qui paralyse instantanément l'armée et l'économie. C'est une sorte de grève générale avant l'heure, et ça force les patriciens à s'asseoir à la table des négociations. De là vont naître les fameux tribunes de la plèbe, leurs protecteurs officiels, et surtout la loi des 12 tables, un texte fondamental qui grave le droit dans le bronze, le rendant public et, en théorie, applicable à tous. Finalement, l'issue de cette longue lutte, ce n'est pas une démocratie au sens moderne. C'est plutôt la création d'une nouvelle élite qu'on appelle la nobilitas. En fait, les grandes et riches familles plébéiennes, en accédant enfin aux plus hautes fonctions, vont se mélanger aux vieilles familles patriciennes. Ça crée une classe dirigeante plus large, plus ouverte, et ça va transformer la compétition pour la gloire et les honneurs en un moteur surpuissant pour l'expansion de l'État romain. Mais au moment même où cette nouvelle Rome, plus stable et plus ambitieuse, commence à trouver ses marques, elle va subir un choc existentiel. Une invasion venue du nord qui va la mener au bord du gouffre et la marquer au fer rouge pour des siècles. L'année du traumatisme absolu. Retenez bien cette date. C'est une date que chaque génération de Romains va apprendre à craindre et à respecter. Imaginez la scène, des guerriers celtes, que les Romains appellent Gaulois, déferlent sur l'Italie. Près d'une petite rivière, l'Alia, l'armée romaine est littéralement balayée. La ville de Rome se retrouve sans défense. Elle est pillée, saccagée, incendiée. Pour une cité qui commençait tout juste à dominer ses voisins, la chute est brutale, vertigineuse. La légende raconte un épisode qui en dit long. Au moment de peser la rançon en or exigée pour que les Gaulois repartent, leur chef, Brennus, aurait jeté sa lourde épée sur la balance en s'exclamant « Va et victis, malheur aux vaincus ». Une formule terrible qui résume à jamais la brutale réalité de la défaite. Ce sac de Rome laisse une cicatrice psychologique qui ne se refermera jamais vraiment. Le metus gallicus, la peur des Gaulois. Cette angoisse d'une nouvelle invasion va devenir une véritable obsession et elle va nourrir une politique étrangère de plus en plus agressive, de plus en plus préventive. La leçon a été apprise dans la douleur. Ne plus jamais, au grand jamais, être la victime. Forgée par ce désastre, et maintenant animée par sa nouvelle élite hyper compétitive, Rome ne va plus se contenter de se défendre. Fini la défense, place à l'attaque. La conquête méthodique, implacable, de toute la péninsule italienne peut commencer.
Le siècle qui suit, c'est une succession quasi ininterrompue de guerres acharnées. Rome va soumettre un par un tous ses rivaux. D'abord les Étrusques au nord, puis ses propres voisins et anciens alliés, les Latins. Ensuite, elle se tourne vers le sud pour affronter les rudes guerriers des montagnes, les Samnites. Et enfin, elle réussit même à repousser le célèbre roi grec Pyrrhus, venu d'Épire avec ses terrifiants éléphants de guerre. Arrivé en 264, c'est clair, plus personne en Italie ne peut contester la suprématie de Rome. Mais attention, cette conquête a été tout sauf une promenade de santé. Rome a connu des désastres militaires terribles, comme l'humiliation des fourches cadines, où ses légions entières ont dû passer sous le joug ennemi, le symbole ultime de la soumission. Et c'est peut-être là que réside l'une des clés de Rome. Chaque défaite, au lieu de l'abattre, ne faisait que renforcer sa détermination à vaincre, quel qu'en soit le prix. Vous savez, le génie romain n'est pas que militaire, il est aussi politique. Pour contrôler l'Italie, Rome ne rase pas tout, loin de là. Elle met en place un système incroyablement complexe et pragmatique. Certains peuples obtiennent la citoyenneté romaine complète, d'autres deviennent des alliés, les soci. Ils restent autonomes chez eux, mais ils ont l'obligation de fournir des soldats. Et pour bien verrouiller le territoire, Rome fonde des colonies à des endroits stratégiques. C'est ce maillage intelligent qui va assurer sa domination sur le long terme. Bref, en à peine 2 siècles et demi, Rome est passée du statut de petite cité-État, chassant son roi, à celui de maîtresse incontestée de l'Italie. Son modèle républicain, né du refus de la tyrannie et consolidé par les conflits, a prouvé son incroyable efficacité. Mais une question immense commence alors à se poser. Ce système, qui a été conçu pour gérer une ville, peut-il vraiment survivre à la conquête d'un empire mondial ? C'est tout l'enjeu du prochain et fascinant chapitre de son histoire.